Rencontre avec, une émission de Jean-François Soulet, Georges Lens et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Davant. Bonjour Jean-Pierre Davant. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre qu'on vous définissait comme bigourdan et que pourtant vous êtes né à Paris. D'où venez-vous, Jean-Pierre Davant? Alors, je suis le fils d'un bigourdan pur jus, si je puis m'exprimer ainsi, et d'une mère parisienne. Mon père et ma mère se sont rencontrés tout à fait à la fin de la guerre, et je suis né à Paris. Je suis resté un petit peu chez mes grands-parents à Paris, et puis mes parents se sont installés ici, dans les Hautes-Pyrénées. Mon père est instituteur. Il a refusé un poste d'inspecteur des sports dans le Nord parce que ces Pyrénées lui manquaient. Et donc, ils sont descendus ici et moi, j'ai vécu ma jeunesse dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est ça, en fait, qui fait que vous êtes un vrai bigourdan. Et il faut le dire de suite, un bigourdan qui a fait un parcours qui vous a mené à diverses fonctions, et entre autres fonctions, celle de président de la Mutualité française. Donc ce parcours, vous le commencez à Tarbes, vous faites vos études primaires et secondaires à Tarbes. Oui. Dans quel lycée vous étiez? J'ai été au lycée de Tarbes, Oui, Théophile Gautier, voilà, d'accord. Voilà. Mais je n'étais pas un très, très bon élève. J'avais tendance à refuser le système, ce qui est une bêtise totale. Mais c'est un signe de personnalité, ça. Oui, mais ce n'est pas une chose que je recommanderais à mes petits-fils. Donc, j'ai passé des concours administratifs et je suis rentré à l'administration des impôts. Donc vous êtes à l'inspection des impôts et là vous vous intéressez à la mutuelle. C'est là que vous commencez à rentrer dans la vie associative. Alors, pas de suite. Oui, je fais l'École nationale des impôts. Je m'intéresse à la vie associative, à la vie syndicale aussi au niveau des impôts. Et les circonstances font que, au gré des rencontres, je deviens président de la Mutuelle des impôts. C'est bien quand même de ne pas être toujours dans le système. Ça aide. Donc, président de la fédération, de la mutualité des impôts, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, votre travail est reconnu. Vous devenez, si je ne me trompe pas, président de la mutuelle des fonctionnaires. Alors, je deviens président de la mutualité de la fonction publique. Et là, c'est une rencontre pour moi fantastique. Je découvre l'univers médical, puisque j'ai sous ma responsabilité la fameuse clinique de la Porte de Choisy, avec ses grands professeurs, avec aussi toutes ces innovations qui vont naître de la Porte de Choisy. Mais je découvre ce monde. Si je comprends bien, à la Porte de Choisy, cet institut qui deviendra l'Institut mutualiste de Montsouris, c'est celui-là? Non, deviendra. Il deviendra, oui, c'est voilà. Ça. Il deviendra. Donc ça, c'est un organisme de soins qui dépend de la mutualité des fonctionnaires. Qui a été créé par la mutuelle de la fonction publique. D'accord. Et c'est un organisme qui est en rupture avec ce qui se fait dans le monde hospitalier, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre tous les services. D'accord. Donc l'originalité de cette structure, c'est un travail collaboratif entre tous les services. Voilà. Et il rassemble des grands noms de la médecine. Il y a le professeur Le Tournel, l'orthopédie. Oui. Il
y a également les chirurgiens qui vont mettre au point les premiers lithotriptans pour les calculs du rein. Il y a aussi le professeur Eyopers qui fait les premières opérations du cœur à cœur ouvert, avec la circulation extracorporelle. Voilà. Et donc pour moi c'est vraiment la découverte du monde médical. Alors, au début c'est pas mon monde à moi. Donc je suis un peu craintif face à tous ces grands profs. Et puis un jour j'ai décidé, je me suis dit, ils sont comme toi, donc tu vas essayer de les connaître, tu vas essayer de comprendre les enjeux de cette chirurgie de très haut niveau. Et pour ce faire, on est parti aux États-Unis. Et où ça? On est parti aux États-Unis à la Cleveland Clinic. Et là, c'était dans quel domaine de la médecine? Et là, en fait, c'est eux qui m'ont dit, Jean-Pierre, est-ce que vous accepteriez de venir avec nous à la Cleveland Clinic, ce qui me permettrait de mieux me connaître. J'ai évidemment sauté sur leur proposition. Et nous sommes partis refaire le monde médical dans les avions vers New York et vers Cleveland. Donc, déjà là, ce sont des responsabilités d'organisation, mais même une réflexion sur ce qu'est le monde médical, ce qu'est la science médicale, oui, ce qu'est la façon de prendre en charge les malades. Oui, parce que tout est lié. Bien sûr. Tout est lié. Eux me font part de ce qu'ils souhaitent. Moi, je leur fais part de mes contraintes aussi en tant que gestionnaire. Mais on a ensemble l'idée de se dépasser. Et c'est comme ça que va naître l'Institut mutualiste Montsouris. Il y a sur le Jourdain à Paris l'hôpital universitaire. Oui. Il végète, il a des difficultés, et moi je cherche pour la clinique de la Porte de Choisy des terrains, des locaux pour agrandir, et la rencontre plutôt entre la clinique de la Porte de Choisy et l'hôpital universitaire se fait pas sans difficulté. J'imagine. Il faut que je négocie avec Jacques Chirac, qui est maire de Paris, avec François Mitterrand, qui est président de la République, et finalement, ils acceptent tous les deux de soutenir ce projet, et c'est comme ça qu'on bâtit l'Institut mutualiste Montsouris. Pour le petit Bigourdan qui est parti de Tarbes, c'est une belle réalisation, c'est des négociations à très haut niveau, et quelque part l'exemple peut-être de ce que l'on peut faire de bien quand le gestionnaire travaille avec les acteurs. Vous savez, moi, au niveau, ça n'existe pas. D'accord. Les hommes et les femmes ont des responsabilités à certains moments qui les poussent à faire un peu plus que ce qu'ils auraient fait autrement, c'est tout. Et moi, je n'ai jamais considéré les hommes politiques, puisque c'est de ça qu'on parle, comme des gens qui étaient hors la société, hors différents. Donc j'ai toujours considéré simplement, et mes relations avec eux sont toujours établies sur ce principe-là.
Voilà. Donc ça s'est bien passé, toutes ces rencontres. Toujours. Mais on va peut-être y revenir un peu plus loin, parce que là, donc, vous êtes à la tête de la Fédération des mutuelles des fonctionnaires, mais Oui. vous continuez à avoir vos responsabilités qui vont augmenter. Et ça va être la mutualité française dont vous allez prendre la direction. Oui, on était là des présidents de la Fédération mutualité française et il devient ministre des Affaires sociales. Et donc, je suis élu à la tête de la mutualité française pour le remplacer. Alors, cette notion de mutualité, on ne connaît pas très très bien. Il y a une mutuelle qui est bien connue, c'est la MSA, parce qu'elle est la seule pour les agriculteurs. Dans d'autres domaines, on sait qu'on a chacun notre mutuelle, mais on ne sait pas trop bien comment ça se gère, quel doit être le rôle. Quelle est finalement l'importance des mutuelles dans un système de santé comme le nôtre, et quel devrait-il être? Je vais juste donner un petit aperçu. Récemment, il y a des inspecteurs de l'IGAS qui ont suggéré qu'il n'y ait que 2 grandes mutuelles. Est-ce que, donc, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça, et qu'est-ce qui serait souhaitable à vos yeux? Moi, le monde mutualiste tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas le monde mutualiste que j'ai quitté. Ah, d'accord. Hein, mais alors, bon, une mutuelle, elle fait le complément à la sécurité sociale des dépenses qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Les mutuelles, elles ne font pas que la prise en charge des compléments de la sécurité sociale. Oui. Elles interviennent dans toute une série de secteurs annexes, Oui. mais du monde de la santé. Moi, j'ai voulu faire du mouvement mutualiste vraiment un acteur du système de santé. Ça a été vraiment, j'avais ça chevillé, et je pensais qu'il fallait être présent pour faire complément à la sécurité sociale, mais il fallait aussi être présent sur le terrain de la prévention, sur l'organisation des soins, sur des maisons médicales, sur des Dans quel domaine? Dentaires. D'accord. Sur l'optique. Il fallait que... Dans tout, oui, l'optique, l'acoustique, tous ces domaines qui ne sont pas bien pris en charge par la Sécu. Alors, le débat sur il faut que 2 mutuelles, je ne sais pas. Je suis pas sûr. C'est pas le vrai problème. J'ai pas de vrai, non, je crois pas. Si on veut que les mutuelles soient au plus près des adhérents, des populations, il faut absolument qu'elles soient à échelle humaine. D'accord. Mais si on fait Une usine à gaz, ça ne marche pas. Voilà. Et dans les différents domaines que vous avez évoqués, vous avez eu quelques réalisations qui vous tiennent à cœur, dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'évaluation, dans le domaine de l'organisation, dans votre action à la tête de la mutualité. Ce qui me tient à cœur, c'est la Haute Autorité de Santé. Alors, je ne dis pas qu'elle est aujourd'hui exactement comme nous aurions voulu qu'elle soit, mais il me semblait qu'il manquait dans le dispositif quelque chose qui assure une pérennité. Le temps politique, il est très court. Et on ne peut pas gérer la santé sur un temps très court, Bien sûr. on voit bien. Donc, en même temps, la Haute Autorité de Santé, elle pouvait permettre, en rassemblant des scientifiques, des médecins, elle pouvait permettre d'enlever aux politiques les pressions qu'ils subissent de l'ensemble des lobbies qui vivent du monde de la santé.
pour nos auditeurs, je crois qu'il faut développer un peu ce qu'est la haute autorité de santé, parce que pour nous médecins, la haute autorité de santé, c'est avant tout un centre de référence scientifique. Et c'est peut-être cette pérennité que vous avez voulu obtenir. C'est ça. Et ça a été il fallait qu'il y ait un endroit dans notre pays où ce qui est scientifique, ça réponde à des normes scientifiques. Et ça réponde à des réflexes qui soient inspirés de ce qui est scientifique. Et non pas... oui, les pressions ou politiques ou syndicales, c'est ça qui... Les pressions syndicales, les lobbies de l'industrie pharmaceutique... Ah, bien sûr, les lobbies, oui. Tout ça, ça existe. Mais alors, de ce côté-là, en tant que médecin, je peux dire que c'est une réussite. Pour nous, c'est la référence. Ce qu'a donné la HS comme valeur scientifique, c'est un raisonnement purement scientifique. Parfois, on peut avoir des débats entre scientifiques, mais le raisonnement est toujours le même. On se base sur des faits, sur des évaluations. Et ça a été un grand progrès dans la médecine. Et ça a été quelque chose qui l'a poussé vers une science un peu plus pure. Oui. Ça ne sera jamais une science exacte, la médecine. Mais il faut absolument essayer d'écarter tout ce qui relève du subjectif. Bien sûr. C'est mon point de vue. C'est le socle auquel on doit obtenir. Donc la HS a été effectivement un grand progrès. Je ne savais pas que ça avait été une de vos actions. Et là, vous avez laissé quand même quelque chose de tout à fait important. J'avais déjà proposé, à l'époque, je l'avais appelé une tour de contrôle de la santé. D'accord. C'était en 1994. Et là, à l'occasion de la réforme d'Ouste-Blazy, j'ai proposé au président Chirac cette proposition et il l'a retenue. Et parmi les autres actions dans lesquelles vous êtes engagé, dans tout ce domaine médical et cette prise en charge de la santé, il y a beaucoup d'actions. Mais celles qui vous tiennent à cœur, que vous êtes, entre autres, vous m'aviez parlé des centres méthadone. C'est vous qui vous y êtes intéressé. Oui, la toxicomanie, la prise en charge de la toxicomanie en France, c'était le tout répression. Et deux, c'était nié qu'à l'époque, le sida se développait. Bien sûr. Et que le sida se propageait avec les seringues. Donc, il était important de tenir compte de tous ces paramètres. Et la méthadone, c'est un substitut, bien sûr, mais ça permettait donc de sortir plus ou moins aisément de la toxico et d'éviter le sida. Et donc ça, je l'ai fait en me heurtant à l'époque à pas mal de places fortes, parce que il y avait tout d'abord ce qui était pour la prise en charge habituelle en France, et cela, docteur Livingston, et cela ne voulait absolument pas entendre parler des produits de substitution. Mais finalement, on est arrivé à faire bouger le lit. Kouchner m'a aidé. Lui considérera que c'est moi qui l'ai aidé, mais peut-être. Mais on est arrivé à mettre en place donc, ces premiers centres. On a changé, je pense, un peu le regard également des autorités sur les toxicos. Autant moi, je pense qu'il fallait être vraiment extrêmement sévère
avec tout ce qui participait Trafic. de la diffusion de la drogue, mais le drogué, il fallait considérer que c'était un malade. Et effectivement, ces centres méthadone sont efficaces et se sont développés dans toute la France. Hein. C'est une vraie prise en charge médicale. J'étais allé voir le premier à New York. Ah, donc c'est de là qu'était venue l'idée de développer. Ben, vous nous avez montré de façon très démonstrative comment le mutualiste n'est pas qu'un payeur, n'est pas qu'un gestionnaire, mais qu'il est un acteur et un développeur du système de santé. Le système de santé français, qui était, paraît-il, le meilleur du monde, actuellement, il a quelques ratés. Est-ce que vous avez quelques regards sur ces ratés ? Le système de santé, c'est pas le meilleur du monde, mais est-ce qu'il y a un système parfait au monde? Je ne crois pas. J'ai quand même voyagé pas mal. J'ai vu ce qu'on faisait aux États-Unis, j'ai vu ce qu'on faisait en Angleterre, j'ai vu ce qu'on faisait en Espagne, dans les pays nordiques, en Allemagne. Il n'y a pas de système idéal. Mais moi, je me suis battu pour qu'on fasse évoluer notre système. C'est-à-dire qu'on le fasse évoluer par rapport à la connaissance médicale qui elle-même évoluait. Donc il n'y a pas de système idéal, voilà. mais il faut toujours améliorer voilà. et évoluer, parce que les pays que vous avez cités ont des systèmes très très différents entre l'Angleterre, les États-Unis, l'Espagne et la France, c'est tout à fait différent comme structure. Je pense qu'au moment du plan Juppé, pour la partie médicale, dans Juppé 95, hein. Voilà, il y avait des propositions qui étaient intéressantes. Alors, le plan Juppé, il a été rejeté parce que c'était un ensemble. Il y avait la réforme sur les retraites, il y avait tout un tas de... Mais la partie médicale, je pense qu'elle était excessivement innovante. Je l'ai soutenue, ce qui n'était pas... ce qui n'était pas facile à l'époque. Facile à l'époque. Je me souviens de quelques plateaux de télévision avec Marc Blondel qui était vent debout contre. Voilà, et les responsables de la CGT, les médecins aussi, et certains syndicats médicaux qui étaient vent debout et qui manifestaient avec les FO, la CGT, et voilà. Et moi, j'ai soutenu parce que je pensais que c'était juste. Et je pensais d'ailleurs que les médecins faisaient une énorme erreur de ne pas vouloir rentrer dans les dispositifs qui étaient proposés à l'époque. Et notamment, il y avait un dispositif qui touchait aux prescriptions et qui devait aboutir à une meilleure prescription globale, donc à des économies substantielles pour l'assurance maladie, et une partie était redistribuée aux médecins. Je pense que avoir refusé ça, c'était une grosse erreur de la part des médecins. Après, il y a certaines composantes qu'ils ont fini par accepter. Je pense qu'au médecin référent qui est devenu le médecin traitant et qui est maintenant institutionnel. C'était pas tout à fait ça à l'époque. Je sais, mais quand même, ça a évolué vers ça. Oui, alors ça a évolué. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Non, sur le fait que les médecins s'étaient opposés au plan Juppé, dans leur majorité. Dans leur grande majorité. Alors, il y avait les médecins, la CGT, FO, l'industrie pharmaceutique aussi, qui finançait les manifestations. Donc, c'était une époque intéressante et difficile. Avant de revenir sur Tarbes, donc
vous nous avez évoqué quelques personnalités que vous avez rencontrées. Quelque part, vos fonctions vous ont amené à voir Mitterrand, Chirac. Oui. Dans quelles circonstances vous les avez mieux connus? Alors, j'ai vu aussi beaucoup de ministres à la Santé passer. Moi, j'étais sur la chaise, là, en face du bureau, mais de l'autre côté, ça passait beaucoup. Je pense que les vraies décisions dans le système politique et le nôtre, elles se prennent quand même Au plus haut niveau? au plus haut niveau. Ah oui. Alors, François Mitterrand m'a fait nommer premier Conseil national du sida. Donc, j'ai fait partie de ce conseil. C'était à l'époque, c'était dans l'inconnu le plus total. Et François Mitterrand m'a amené avec lui en Afrique du Sud pour l'arrivée de Nelson Mandela. Un événement. Voilà, c'était le premier chef d'État occidental à venir saluer Mandela. Et donc, ça a été un voyage Un grand moment, oui. fantastique. J'ai rencontré Nelson Mandela, a échangé un petit peu. Je lui ai dit que j'allais manifester à Paris pour sa libération. Et, ben, Et Mitterrand, c'était facile d'abord, parce que c'est là que se passaient donc les décisions, et vous, en tant que représentant des mutualités, vous aviez des opinions, vous aviez des projets à défendre. Est-ce que c'était facile? Il venait au congrès de la mutualité, François Mitterrand. Et les échanges étaient permanents. D'accord. Je vais faire une confidence. Personne ne nous écoute. Non, surtout pas. François Mitterrand, n'étant plus président, était très malade au moment du plan Juppé. Oui. Il m'a fait appeler parce qu'il voulait avoir mon avis sur ce qui se passait. Voilà. Et donc, je suis allé le voir. Il n'avait pas pu se lever, il était vraiment très fatigué. Et je passais une heure dans sa chambre à lui dire ce que je pensais du plan Juppé. Lui m'a dit ce qu'il pensait du Premier ministre, et il l'avait eu comme ministre des Affaires étrangères pendant la cohabitation. Et puis on est resté à discuter des choses et d'autres. Voilà. Donc même malade, il continuait à suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait. Et avec Chirac, c'était aussi facile? Alors, avec Chirac, ce sont les circonstances qui ont fait que je rencontre Chirac autrement que de président de la mutualité à président de la République. Jacques Chirac avait un ami qui était très malade, et cet ami, je m'en suis occupé. Il a été hospitalisé à la porte de Choisy, et Jacques Chirac venait, il voulait venir me voir. Et donc, il fallait que j'arrange tout ça. Et puis, c'est moi qui lui donnais des nouvelles en permanence, ce qui fait qu'il m'appelait à tout moment. Il était à l'autre bout du monde, il m'appelait pour lui donner voilà. Donc, ça nouvelles. Et après, ça a créé un lien. Un lien, bien sûr. Un lien amical entre nous, ce qui fait que Jacques Chirac, j'ai dessiné avec lui aussi, alors qu'il n'était plus président. Et on se voyait, c'était très agréable. Donc pour terminer, on va revenir juste à Tarbes, parce que, entre autres présidences, vous avez été président du TPR. Donc vos relations avec le rugby? Des relations avec le rugby, le rugby, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune ici,
dans les Hautes-Pyrénées, j'ai joué au Stadeau. Ensuite, alors, mon père a été entraîneur du Stadeau. Ah oui. Et de l'Almezan, quand l'Almezan était en première division. Et un jour, on débarquait dans mon bureau, les anciens joueurs du rugby Tarbé, qui sont venus pour me demander de les aider à sortir le club qui n'allait pas bien. Le club qui n'allait pas bien du tout. Pas bien du tout. Donc vous êtes revenu ici à cette occasion et de toute façon vous y passez votre retraite. Eh bien écoutez, Jean-Pierre Davant, un grand merci pour ce parcours. Merci beaucoup. Merci à vous.